par l'audio. On va aller se cacher. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je vais vous donner le son. Ça arrive aujourd'hui. On va mettre tout. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Parfait. Merci, merci. Bonjour à tous. Je vous ai mis le son, juste le temps de qu'on se salue. Alors, hop, ça y est, tout le monde est présent. Partager l'écran. Hop, partager l'écran. Voilà, comment allez-vous? Très bien. Très bien, vous également? Très bien, merci. Alors, je vais monter un tout petit peu le son. Et voilà. Alors, Pierre, es-tu arrivé? Pierre n'a pas le son. Arrêtez. Prendre l'enregistrement. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la lutte contre le changement climatique. J'ai avec moi aujourd'hui pour nous accompagner dans cette journée Olivier Thomas de Primum Non Nocere et son expert Pierre Gremet, spécialiste dans la lutte contre le changement climatique et de tous les enjeux du développement durable conseillé chez Primum. Donc, en premier, je voulais savoir ce que vous mettez en place ou ce que vous avez déjà comme action autour du changement climatique. Et je vous mets le son, donc allez-y, parlez, racontez-nous, on va faire l'inverse de d'habitude. Donnez-nous des actions que vous mettez en place. Allez, qui prend la parole en premier? Ah, c'est dur, hein? Oui. Allez, Nathalie? Je cherche. Ah, donnez-moi des exemples, parce que là, du coup, comme ça, eh oui. on a sûrement des actions, même indirectes, mais… Est-ce que vous pouvez nous parler de vos transports, peut-être? De ce que vous réalisez sur les transports? Tout à fait. Tout à fait. Alors, nous, au niveau de notre groupe, on a mis en place ce qu'on appelle des routes logistiques. C'est-à-dire qu'on programme 6 mois de prise de commande à l'avance auprès des 200 agences du groupe et on fait en sorte que à date planifiée, tout le monde ait passé sa commande. Celui qui n'a pas passé sa commande à date planifiée est hors route. Il paiera des frais de transport. Donc, on les contraint à nous passer des commandes pour que nos camions soient pleins au départ. Super. Donc, on fait un groupement en fait de commandes, toute agence confondue, sur nos camions pour qu'ils soient pleins au départ. Donc, c'est de l'optimisation de l'espace Oui. de chargement des camions. Tout à fait. D'accord. Alors, donc là, on va vous présenter Nathalie, puisqu'en fait, c'est important qu'on sache qui intervenait. Donc, Nathalie Fanara de la société Prodim, produits d'entretien et nettoyage vapeur. Voilà. Ok, quelqu'un d'autre? Matériel de propreté. Voilà. Une autre action que vous auriez mis en place? Alors, une autre action dans le cadre du transport, alors pas forcément du transport, hein, j'imagine qu'il y a d'autres aspects. C'est là où il faut m'aider. Qu'est-ce qu'il y a comme aspect autre que le transport? Est-ce que vous avez des démarches sur les véhicules eux-mêmes ou sur le… Alors, on en a fait une cette année. On a fait quelque chose d'intéressant cette année. C'est que nous avons innové avec une station mobile de dilution au sein de notre groupe, principalement. Alors, plus tard, je pense que la politique voudra qu'on aille de plus en plus sur leur groupe, qui permet en fait de diminuer le flux de transport de commandes. C'est-à-dire que cette station a été conçue dans l'idée de commander des produits concentrés
Elle permet des dilutions sur site et les bidons vides reviennent pour re-remplissage sur site. Donc, Super. ça fait succès en interne. Ça prend forme, on suit nos indicateurs de près, mais du coup, comme on commande du concentré, les dilutions se font en agence. Le réapprovisionnement revient, on va dire, 2 mois, voire 3 mois après. On n'a plus autant de commandes mensuelles sur ce type de produit. Et en plus, on va avec ce type de produit, alors ce sont des produits biotechnologiques, on va couvrir principalement le côté tertiaire. Et du coup, ils sont biotechnologiques, sans pictogramme de dangerosité, et donc moins d'ADR. Et du coup, on va pouvoir transporter sans danger et rationaliser nos transports d'un point à un autre. À terme, en fait, on fait des économies de carburant, CO2. C'est un circuit en fait important. À l'heure actuelle, on s'aperçoit que beaucoup d'agences font d'économies. C'est de l'ordre de 2 000 € par mois déjà. D'accord. Merci Nathalie. Est-ce que d'autres participants ont envie de témoigner sur une action qu'ils feraient pour lutter contre le changement climatique? Oui, France Létard pour Coloplast. Nous, on a des commerciaux qui ils ont tous été formés à l'éco-conduite. Donc, je pense que ça peut jouer aussi sur ces problématiques. Et au niveau de notre groupe, le groupe a investi dans des certificats d'énergie verte pour l'alimentation en électricité de tous ces sites de production. Super. Voilà. Merci. D'autres actions? N'hésitez pas, bon, on reviendra, j'ai changé un petit peu le format exprès, on reviendra dessus après. Donc, on va vous présenter la théorie si plus personne ne veut témoigner d'une action qu'il aurait faite. Non? Ok. Pierre, on est parti. Alors, en fait, déjà, on va se poser la question, pourquoi agir? Alors, Pierre, hop là. C'est à moi, d'accord. Alors, une première raison d'agir, c'est ce que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est l'effet de serre, le changement climatique qui est dû qui est anthropique, qui est dû à l'activité humaine, c'est-à-dire qu'il y a déjà naturellement en fait un effet de serre, c'est quelque chose de bénéfique et s'il n'existerait pas, on aurait facilement moins 18 degrés sur la planète, donc les choses seraient beaucoup plus compliquées. On accélère le phénomène du changement climatique en ajoutant des gaz à effet de serre qui sont déjà présents dans l'atmosphère. Ces gaz à effet de serre, techniquement, c'est du CO2, c'est de la vapeur d'eau, c'est des gaz qui sont émis par l'agriculture. La combustion des énergies fossiles, que ce soit le gaz, le pétrole ou le charbon, sont en fait transformés en dioxyde de carbone qui viennent densifier la couche des gaz à effet de serre que vous pouvez voir avec le petit chiffre 1. Et alors, qu'est-ce qui se passe très simplement? Vous avez le spectre lumineux avec notamment des infrarouges qui viennent frapper la Terre. Et une partie de ces gaz, en fait, sont absorbés par ces gaz ou réfléchis. Une partie traverse et va jusqu'au sol. De la même façon, ces infrarouges vont être réfléchis par le sol et une partie va être absorbée sous forme de chaleur. Ce qui se passe, c'est qu'en remontant, vous voyez qu'il y a le même phénomène, c'est-à-dire que les gaz vont soit traverser et partir vers l'espace, soit être absorbés par les gaz ou être à nouveau renvoyés vers le sol. Et certains gaz, comme le dioxyde de carbone, ont une durée de vie dans l'atmosphère de plus de 100 ans. Donc vous voyez que ce qu'on a ajouté depuis un certain nombre d'années, depuis très exactement le début de l'ère industrielle, est à l'œuvre depuis plus d'un siècle et amplifie ce phénomène. Donc on a tout ce que l'on connaît en termes de… Conférence pour la CAP. Ah, pardon. Mais là, je n'arrive pas à le faire. C'est où pour mettre le son là sur ces nouveaux laptops? Attendez, je vais couper le son. Hop, hop. Je coupe le son le temps de l'intervention parce qu'autrement on vous entend. D'accord? Voilà. Hop, on est reparti.
Ah non, encore. Donc, ce que je disais, c'est qu'il existe donc un emballement de l'effet de serre qui est dû aux émissions créées par l'homme de par ses activités. Et donc, on a les conséquences qui vont être au niveau du climat, c'est-à-dire qu'on a une différence entre ce qu'on appelle la météo, le simple changement de température, où on va avoir plus 1 ou 2 degrés, et on va se dire, tiens, je vais retirer mon pull et ça ira mieux, et un changement de degré, en fait, au niveau du climat sur une très longue période. Pour vous donner un ordre d'idée, ce qui nous sépare de la dernière ère glaciaire, c'est 5 degrés. Donc, il y a des millions d'années, imaginez seulement une différence de 5 degrés, c'était des blocs de glace entiers, des continents différents. Et aujourd'hui, la biodiversité qu'on connaît avec les températures qu'on connaît. Donc, on voit bien que ce sont des changements qui sont à considérer sur du long terme. Et en ce moment, il y a des réflexions avec la COP24 pour engager tous les pays vers cet objectif convergent de réduire le plus possible cet emballement climatique. Alors, on a d'autres impacts que ceux que l'on connaît, qui sont des impacts écologiques, comme la montée des eaux, la montée de la température. On a des impacts qui sont d'ordre sanitaire. C'est-à-dire que l'augmentation de la température et du dioxyde de carbone dans l'atmosphère va favoriser certains vecteurs comme les moustiques par exemple, et donc on va avoir une recrudescence de certaines pathologies qui ne nous touchaient pas jusqu'à maintenant. On a aussi d'autres problématiques comme celle de l'asthme. Il faut savoir que l'asthme, juste par exemple sur la région Rhône-Alpes, c'est 150 000 € par an de traitement contre l'asthme, uniquement sur la région Rhône-Alpes. Donc, des plantes comme l'ambroisie, par exemple, se développent très bien avec une haute température et du dioxyde de carbone. Et ceux qui vivent dans la région Rhône-Alpes connaissent très bien l'ambroisie parce que c'est quelque chose dont on n'arrive pas à se débarrasser. Donc voilà, des modifications au niveau écologique et aussi des modifications en termes d'apparition de maladies, donc qui vont entraîner des hospitalisations, des surcoûts pour notre société. Et tout ceci, bien sûr, est chiffré. Merci Pierre. Donc on va continuer. Hop. Voilà. Donc pour nous, la lutte contre le changement climatique répond à l'objectif 13 de l'ONU, hein, des objectifs de l'ONU. Et donc CAP a mis en place cet objectif en mesurant elle-même son bilan à gaz à effet de serre, dont on vous parlera un tout petit peu plus tard. Donc, on répond aux enjeux de l'ONU et internationaux en répondant à l'objectif numéro 13 par la mesure de son impact environnemental. Donc là, on va parler de qu'est-ce que c'est la neutralité carbone. En fait, l'idée, c'est que vous soyez neutre au niveau carbone. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pierre? Alors, la neutralité carbone, il y a quelque chose qu'il faut savoir sur ça. Vous faites des bilans de gaz à effet de serre pour estimer des gaz à effet de serre qui sont nécessaires à votre activité. Je précise qu'ils sont nécessaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas émettre par principe 0 gaz à effet de serre. Comment dire? Il y a une extraction de matières premières pour fabriquer les objets que vous consommez. Ils consomment de l'énergie fossile. J'ai oublié de préciser quelque chose d'assez important, c'est qu'en fait tout ce que l'on connaît, tout notre mode de vie actuel est régi par l'énergie. C'est l'énergie qui nous permet en fait de disposer d'industries qui fabriquent les objets de notre vie courante et qui nous permettent nous de ne pas avoir à travailler par la force de nos bras. On estime que un terrien moyen en fait a à sa disposition environ 400 esclaves virtuels qui permettent de produire l'énergie nécessaire, c'est-à-dire 1000 kWh sur une année. Ce sont pour les besoins de la vie courante, pour tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Tout ça est aujourd'hui fait par des machines qui fonctionnent à l'énergie. Donc voilà, juste pour que vous ayez un ordre de grandeur d'idée. Mais voilà, je voulais juste rappeler ça. Donc la neutralité carbone, pour revenir au sujet, donc on peut bien évidemment avoir des phénomènes de compensation des gaz à effet de serre que l'on émet. Alors, ils ne viendront pas réduire notre propre bilan carbone, mais viendront réduire le bilan carbone de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose d'important à savoir, parce que souvent, on pense qu'on peut être neutre en carbone, sauf que, en vérité, on est plus sur une allégation qu'autre chose. Cela dit, ça n'est pas
ça n'est pas inutile, c'est même très bien de le faire, parce que ça contribue de toute façon à l'objectif de réduire au niveau mondial les émissions de CO2. Donc il existe plein de... Vous vouliez intervenir ? Non, non, allez-y. Il existe plein de mécanismes de compensation que l'on peut avoir, que ce soit de privilégier dans d'autres pays, par exemple, d'aider à utiliser des énergies qui sont moins émissives en dioxyde de carbone. Ça peut être à son niveau de façon plus simple de participer à de la replantation, en tout cas de réapprovisionner ce qui capte le CO2. Ce qui capte le CO2 sur la Terre, ce sont les forêts, ce sont les océans. Donc nous, ce que l'on peut faire, c'est participer à des projets de reforestation, entre guillemets, et privilégier dans d'autres endroits des énergies plus propres. Nous, en France, on utilise de l'électricité qui est majoritairement nucléaire, et c'est une forme d'énergie en fait qui est très peu émissive en dioxyde de carbone. Dans d'autres pays, c'est pas le cas. Ils utilisent des centrales à charbon, qui utilisent des énergies fossiles, et donc ils émettent beaucoup plus de dioxyde de carbone pour leurs besoins. Donc ces mécanismes de compensation, ils seront intéressants, on va dire, surtout dans des pays en voie de développement. Ça n'empêche pas de le faire localement ou au niveau de l'Europe, mais l'intérêt se situe à ce niveau-là. Oui, parce qu'il y a un intérêt social sur ce développement de production de forêts, par exemple, ou de fabrication de fours qui vont compenser la déforestation et qui vont utiliser autre chose que du charbon, parce qu'il y a un aspect social important dans le développement d'une économie locale, etc. Mais c'est vrai qu'il est important, et je pense qu'Olivier partage mon avis, c'est qu'il faut compenser au plus proche d'où vous êtes, pour fédérer vos équipes, pour faire un projet qui va mobiliser vos équipes avec du sens, et vous avez une proximité de planter des arbres à proximité. N'est-ce pas, Olivier ? Oui. Les projets qui financent des plantations au fin fond du monde ne me paraissent pas très cohérents. Je sais que certains les portent, mais il y a un double avantage dans la plantation locale, c'est qu'en fait, on peut le faire. Donc ça, c'est une belle expérience en entreprise. On a eu l'occasion de nous organiser ça pour la Fédération des cliniques privées, où on a créé la forêt de l'hospitalisation privée, où on est parti avec des collaborateurs, des directeurs, avec des bottes, je ne vais pas dire des tracteurs, mais enfin, on est parti dans des champs pour planter à peu près 300 arbres. Et si on fait ça chaque année, en fait, ça crée une émulation. Et puis, au bout de 10 ans, eh bien, vous avez créé une forêt. Donc, à l'échelle d'entreprise ou de groupement d'entreprise, c'est très positif. Et d'une part, pour la planète, pour les émissions de CO2 et cette neutralité, mais aussi en termes social, et en termes de relations entre les uns et les autres. Alors, donc, si vous avez bien compris, la neutralité carbone, c'est en 3 étapes. On mesure par un bilan carbone ou un bilan à émissions de gaz à effet de serre. On agit sur le plan d'action et on compense les émissions résiduelles, c'est-à-dire celles que l'on n'a pas pu réduire. On ne fait cette étape qu'en fin de parcours de la mesure et de l'action. On vous l'a présenté en début parce que c'est le concept général de la neutralité carbone, mais là, maintenant, on va rentrer dans le déploiement du bilan carbone et du plan d'action. Donc, pourquoi donc tout à l'heure, Pierre vous a exposé que l'actualité était sur le sujet. Donc, c'est issu du GIEC et des études de ces scientifiques que le changement climatique a été abordé. En ce moment se tient la COP24, où sont plutôt sur la mise en place des actions et discussions auprès des actions des pays qui doivent être mises en place. Et tout ce programme est issu récemment, puisque c'est plutôt antérieur, de l'accord de Paris qui a été signé à la COP21 en 2015. Autre chose à rajouter sur cette présentation succincte de l'origine des discussions sur le changement climatique, hormis un historique qui serait très long. Juste peut-être, est-ce que tout le monde, je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce qu'est le GIEC, parce qu'on en entend souvent parler, mais il y a des représentations par rapport à ça. Le GIEC, en fait, ce sont juste des gens, en fait, c'est une organisation de l'ONU qui rassemble en fait tous les travaux des scientifiques qui sont effectués sur le sujet, sur la biodiversité, sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce sont des gens qui compilent des informations. On entend souvent des gens dire le GIEC, ce sont des gens qui influencent, en tout cas les climato-sceptiques disent que le GIEC n'est pas fiable. Le GIEC est indépendant, il ne fait que collecter des informations qui existent déjà.
Voilà. Tout à fait. Bon, de toute façon, on fera la question-réponse après. Donc, on a quelques données générales des émissions de gaz à effet de serre de la France qui vous sont proposées par l'Observatoire Climat-Énergie. Donc, vous voyez les secteurs d'activité et l'évolution depuis 2017 par rapport à l'année précédente. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire la part d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie en 2017 a diminué à 18,7%. Qu'est-ce qu'il y a d'autre 3,2% de nos émissions de gaz à effet de serre ont augmenté sur le secteur agriculture en France. L'industrie a baissé de 0,8%. Par contre, on voit qu'il y a une augmentation générale et la consommation finale d'énergie a augmenté de 4,2%. D'autres chiffres clés qui te parlent, Pierre? Oui, sur le secteur du transport, avec cette augmentation des gaz à effet de serre de plus 10% par rapport à l'année dernière, on a clairement un enjeu qui est très important sur le secteur et qui, alors en dehors de tout ce qu'on entend en ce moment sur le débat, vous voyez que tous les chiffres ne sont pas forcément pour l'instant très positifs et du coup, il faut continuer à agir sur ces secteurs-là. Alors, il n'y a pas que le transport, hein. Vous voyez le bâtiment qui est très élevé à plus 22%, mais le transport fait partie des postes intéressants sur lesquels on peut agir. Tout à fait. Donc, un petit rappel de la réglementation sur le bilan à gaz à effet de serre, ou en France appelé bilan carbone. Il est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 collaborateurs. Alors, excusez-moi, petite précision juste, on parle en ETP en fait. Là, sur le texte, c'est bien en personne, mais effectivement, il faut comprendre en ETP. D'accord. ETP. Équivalent temps plein. Tout à fait. Donc, 2 temps partiels dans une entreprise qui font un ETP, si vous êtes à 499, vous n'êtes pas concerné. Si vous êtes à 502 et que les 2 postes font 1, vous êtes concerné. Voilà. C'est bien 500, hein? Oui. Oui, c'est 500 pour le privé et 250 pour les personnes morales en Outre-mer et 250 pour le privé. Public, pardon. On va y arriver. Donc voilà, donc ce diagnostic permet d'anticiper une potentielle taxe qui est en cours de discussion et qui fait beaucoup de débats, sur lequel nous ne rentrerons pas aujourd'hui, mais nous avions trouvé une slide de progression qui avait été évaluée en 2010 de cette évolution de la taxe, qui allait de 2010 à 17 € la tonne jusqu'à 100 € en 2030 en prévisionnel. Donc, ce n'est pas négligeable parce qu'à 100 € la tonne, ça commence à être intéressant. Vous allez voir, je vais vous donner 2 exemples de bilan de gaz à effet de serre. Ça peut aller vite. Oui. Il y a un piège dans la loi sur lequel il faut insister parce que on est quasiment tous passés à côté. Les entreprises privées de plus de 500 salariés dans le secteur de la santé, il n'y en a pas beaucoup. En clair, il y a 40 cliniques en France sur à peu près plus d'1 millier. Donc, les fournisseurs, les fournisseurs, pas souvent, parce que souvent, la grosse quantité, elle est des fois à l'étranger, à l'international, pas forcément en France. Donc, c'est un gros piège parce que les entreprises qui pensent ne pas avoir obligation de faire ce bilan carbone, et à juste titre réglementairement, seront obligées de le faire rétroactivement dans quelques années lorsqu'il y aura l'application de la taxe carbone. Je vais vous donner un exemple qui concerne personne en ligne, comme ça met personne mal à l'aise. Vous prenez le Palais Omnisport de Paris-Bercy, ils ont 70 salariés à l'année, alors qu'en termes de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre, c'est absolument colossal. Eh bien, une entité comme celle-là n'a pas l'obligation de réaliser son bilan d'émissions de gaz à effet de serre. En revanche, quand on va se retrouver en 2030 à apporter les éléments de preuve comme quoi nous aurons dû réduire de 40% ces émissions de gaz à effet de serre, eh bien, ceux qui ne les auront pas fait avant, parce que pas obligatoire réglementairement, eh bien, ne pourront pas justifier de la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Deuxième indication par rapport à ça, il existe des aides financières. Ces aides financières ne sont pas accessibles aux obligés. C'est-à-dire qu'une entreprise de plus de 500 personnes ne peut pas avoir d'aide financière pour faire son bilan carbone. En revanche, les aides financières sont adaptées aux non-obligés. Donc, les entreprises privées de moins de 500 personnes qui veulent avoir des subsides pour se faire financer cela, eh bien, peuvent le faire s'ils déposent des dossiers auprès de l'ADEME notamment. Donc, attention, c'est un piège de la loi
et il vaut mieux l'anticiper dans les années à venir, sinon ce sera compliqué car il faudra faire ces bilans carbone rétroactivement, ce qui est beaucoup plus complexe. Tout à fait. Donc là, on a vu l'impact financier. Donc, tout de suite, ça peut chiffrer très vite à 100 € la tonne en prévision à 2030. Donc là aussi, on voulait vous répondre à une question, différence entre le bilan à gaz à effet de serre, BEGES, et le bilan carbone. Donc là, vous avez un tableau de comparatif que j'ai trouvé sur Planet Friendly qui nous a vulgarisé le comparatif. Donc, le bilan carbone est volontaire, le bilan à gaz à effet de serre est obligatoire. Il est obligatoire, donc on l'a vu pour des typologies particulières. Les activités concernées sont tout type d'activités. Les champs d'études vont sur l'obligatoire du scope 1 et 2 et pour le bilan carbone 1, 2, 3. Mais vous pouvez faire un bilan à gaz à effet de serre 1, 2, 3. Il est tout à fait ouvert. Renouvelable, oui, tous les 3 ans pour la partie obligatoire sur le bilan à gaz à effet de serre. Et c'est préférable pour le bilan carbone si vous choisissez. Il manque une valeur là, dans ce comparatif, c'est que le bilan carbone est une dimension française, franco-française, portée par l'ADEME, en fait, initiée par l'ADEME. Donc, c'est un label. Il faut avoir des collaborateurs formés à cette méthode de calcul. Et pour les entreprises qui ont des sièges sociaux à l'international, elle n'est pas bienvenue puisqu'il est préférable de faire le bilan à émissions de gaz à effet de serre qui est régi par des réglementations internationales et qui est obligatoire sur la démarche. Par contre, sur un marché français avec des acteurs franco-français et pour une portée française, le bilan carbone a toute sa raison d'être. Vous, Pierre, Olivier? Je sais pas, excusez-moi, j'ai dû juste ajouter un câble. Pas de problème, je parlais juste de comparatif BEGES et bilan carbone. Oui, effectivement. Juste une précision peut-être sur le bilan réglementaire. En fait, dans le périmètre, on ne compte pas toujours si on a des filiales à l'étranger. En fait, il y a des cas particuliers. Pour les profanes, peut-être insister sur la logique des scopes 1, 2 et 3, parce que nous, on est dans un trip implicite. On y va. Ah d'accord, très bien. Ok, super. Voilà, nous voilà donc à l'explication des scopes 1, 2, 3, qui vont vous expliquer donc ce que l'on a vu dans la partie champ d'études, qui délimite le périmètre du bilan carbone. Pierre? Alors, sur le premier périmètre, ce qu'on appelle le scope 1, ce sont en fait les émissions issues de sources fixes de combustion. Donc, techniquement, ça va être l'énergie qu'on va utiliser pour le chauffage, pour la flotte de véhicules que l'on peut posséder soi-même, si on en a une, et par exemple, comme vous voyez que c'est représenté, les fluides frigorifiques si on a des chambres froides. Sur le scope 2, ça va être les autres énergies qui sont consommées, donc les réseaux de chaleur, l'électricité que l'on peut acheter pour tous les usages des bâtiments. Et sur le scope 3, on aura tous les autres postes d'émission, donc qui vont concerner le fret de marchandises que l'on peut avoir si on est une industrie, les déplacements professionnels. Excusez-moi, j'ai plus de souffle. Les déplacements professionnels domicile-travail des personnes qui travaillent pour vous, les transports de les déplacements professionnels de vos salariés, de vos directions, que ce soit pour de la formation ou de la représentation. Et enfin, tout ce qui peut être gestion effectivement des déchets en aval ou de la production, si vous êtes une entreprise qui produit des objets. Donc, tous les déplacements nécessaires à votre activité. Il y a quelque chose qu'il faut préciser, c'est qu'on parle de choses dont vous n'êtes pas responsable, mais dont vous dépendez. C'est-à-dire que le camion qui vient chercher des déchets chez vous, il émet des gaz à effet de serre. Ce ne sont pas vos véhicules, mais vous dépendez de cette activité pour exister. C'est ça, tout à fait. Donc là, on le voit sous un autre format, avec les émissions indirectes et les émissions directes, qui sont le scope 1 et les émissions indirectes scope 2, dont on vient d'expliquer le périmètre, et scope 3, issu des sources n'appartenant pas à votre contrôle. Voilà. Le bilan réglementaire concerne le scope 1 et 2, et un bilan carbone complet comprend tous les scopes. Voilà. OK. On verra pour les questions après. On va continuer, si ça veut bien me redonner la main. J'ai fait un petit truc pour... hop, je ne sais pas... Il ne veut pas me donner la main. Ah si, hop.
Alors, justement, pour vous illustrer la difficulté de définir un périmètre, on a choisi de vous parler de 2 bilans auxquels moi j'ai pu participer et qui sont publics, celui de la COP21 et celui de CAP. Donc le périmètre a été un gros souci puisqu'on on voulait faire les 3 scopes. Donc là, vous avez la définition du périmètre global et si on choisissait le périmètre restreint, on a cumulé l'ensemble et vous avez les résultats qui vous sont proposés dans cette slide avec comment on a fonctionné sur la détermination du bilan. Donc, vous voyez, ça fait un bilan total de 146 361 tonnes. Si on multiplie par 100 €, vous voyez le budget que ça fait. Et donc là, c'était après plan d'action, hein, donc je ne vous ai pas mis le détail de l'élément, mais après plan d'action, donc il y avait eu une réduction. Cette réduction et ce document, je vous le mettrai en lien hypertexte si vous voulez avoir l'intégralité du document, qui vous explique les actions qui ont été mises en place. Et je trouvais que c'était d'actualité. On est sur la COP24. C'est un événement qui coûte cher en bilan à gaz à effet de serre, qui doit être exemplaire sur ce sujet. Qu'on avait essayé pour l'accord de Paris de faire un travail de fond important. Donc, vous voyez que les gros postes d'émissions, c'est les voyages de longue distance, les transports locaux et que vous avez une part assez faible du centre de conférence et de l'hébergement proportionnellement au voyage. Par contre, si on ramène au périmètre restreint, le centre de conférence était plus émissible avec des transports locaux un peu moins inférieurs puisqu'ils passaient la journée sur site et qu'on était à proximité avec des transports en commun avec une grosse part de transports en commun utilisés. Et les hébergements avaient été choisis écolabellisés par l'Office du tourisme. Ils étaient donc moins émissibles. Voilà. Celui de la CAP. Alors non, on a parlé des actions correctives avant, pour finir sur l'exemplarité de CAP. Donc, les actions correctives possibles pour lutter contre le changement climatique, c'est le bilan à gaz à effet de serre qu'on vient de vous expliquer, c'est mettre en place un plan de mobilité, de géolocalisation, d'éco-conduite et d'optimisation de ces transports. C'est la diminution du vide dans les emballages. Et là, je vous réappelle pour le groupe de travail pour travailler sur cette logistique. Donc, vous pourrez vous inscrire en ligne sur la plateforme. La reprise des films plastiques ou la gestion des déchets et tous ces éléments des déchets qui, vous avez vu, composent le bilan à gaz à effet de serre. La réduction du conditionnement, évidemment, et mettre en place des partenariats avec des transporteurs engagés dans Objectif CO2, les transporteurs s'engagent. On vous a fait juste une petite liste succincte d'actions à mettre en place et nous, à travers l'indice vert, on a vu que 28% des fournisseurs qui répondent oui à la question « Faites-vous un bilan à gaz à effet de serre ?» répondent oui. Et c'est soit 40% des répondants au total à l'indice vert. Donc, 146 d'entre vous font déjà un bilan à gaz à effet de serre, donc ce qui était quand même une bonne nouvelle, sur les 524 référencés chez CAP. Donc, CAP essaie d'être exemplaire avec le soutien de Primum non nocere. Depuis 2009, alors que nous ne sommes pas soumis à la réglementation, nous faisons notre bilan à gaz à effet de serre et nous avons réduit de 43% nos émissions de gaz à effet de serre. Nous avons, les webconférences font partie de cette diminution puisque nous avons évité 3 tonnes de CO2 évitées versus le train et 19 tonnes évitées versus la voiture, soit 19 allers-retours Paris-New York ou 60 allers-retours Paris-Londres en avion. Donc, nous avons fait un petit site internet nous annonçant le bilan à gaz à effet de serre mis en place. Donc là, vous allez le voir apparaître. Donc, nous répondons à l'objectif de l'ODD numéro 13 et vous avez notre synthèse en ligne. Ah, ça ne marche pas. Ok, pourtant ça marchait. Donc, je vais prendre le support complet.
Nous avons donc la synthèse et nous avons le rapport officiel. Donc, je rappelle la réglementation, le scope avec qui nous le faisons et par qui nous sommes validés. Donc, en l'occurrence, primum non nocere. Nous avons choisi, voilà nos résultats. Donc, nos émissions de gaz à effet de serre sur le scope 1, 2 et 3 est de 37 kg 47 par adhérent, donc 107 tonnes de CO2. 107 tonnes de CO2, si je ramène fois 100 € la tonne, j'ai déjà 10 000 euros, 10 600 € à verser de taxes si elle était validée. Excusez-moi, je pense que les utilisateurs ne voient pas le bilan. En fait, on est toujours sur la diapositive bilan cas post-synthèse. Il faut sortir du diaporama pour pouvoir afficher votre tableau. Alors, je vais le faire tout de suite. Là, partage d'écran, nouveau partage d'écran, et je vais partager celui-là. Voilà. Est-ce que là, du coup, vous voyez? Là, oui, ça marche. Voilà. Donc là, c'est la synthèse que vous trouverez sur le site internet. Je vais vous faire le chemin. Et là, vous avez nos résultats synthétiques scope 1, 2, 3. Nous avons 106 tonnes de CO2, 37 kilos d'équivalent CO2 par adhérent sur les scopes 1, 2, 3. Et 1 et 2, il est un peu plus faible, 74 tonnes de CO2 annuelles. Après, vous avez les équivalents en fonction des émissions directes ou indirectes par scope. Le comparatif poste par poste avec les variations depuis le début. Et la slide de fin avec nos indicateurs de suivi. Je reviens à mon partage d'écran sur ma slide. Voilà. Vous revoyez toujours la slide? On est revenu à la slide, Pierre? On est revenu à la slide, oui, oui. OK. Après, donc, vous avez… pourquoi j'ai dit les échos des ACODD, hein, c'est que j'ai mis sur YouTube. Donc là, vous n'allez pas voir. Donc, je vais repartager. Sur la page YouTube, partager l'écran, donc on va regarder. Nous avons mis la synthèse de l'année dernière. Là, on m'entend parler préparation de la code de la prochaine fois. La prochaine fois, vous verrez. Et donc, nous mettons les ACOD dans les chaînes YouTube tous les mois. Je vais sortir de là. Je reviens à ma slide. Voilà. Donc, pour la présentation théorique, nous allons passer aux questions-réponses. Nous vous avons fait réagir au départ. Je vais vous donner la parole. Hop, j'active vos micros et vous pouvez prendre la parole ou réagir ou nous faire vos retours d'expérience sur les bilans carbone ou réagir à tout ce qui vient de vous être présenté. À vous la parole. N'hésitez pas. Des questions? Allô? Allô, allô? Virginie? Nathalie? Jade? Question à mon niveau. Cette question. Alexandra? Non, tout était clair, merci. Oui. Merci. Des compléments, Pierre? Peut-être juste une information qui est intéressante. Tout à l'heure, on a parlé de la taxe carbone. On entend en ce moment que le diesel est en chute libre en termes de popularité pour diverses raisons, que ce soit à cause des émissions de particules fines, que ce soit du fait de que son prix va, dans les années à venir, se rapprocher de plus en plus de l'essence. Il y a un axe stratégique à avoir en tête qui, de toute façon, en dehors du bilan carbone, hein, pour des transporteurs, qui est à prendre en compte en termes de d'énergie, de carburant pour les véhicules, pour vos flottes de véhicules. La question se posera dans les années à venir de savoir quel combustible utiliser. Les véhicules qui sont en diesel deviendront moins faciles à céder dans les années à venir parce que ce carburant ne sera plus du tout un carburant intéressant. Donc, le bilan carbone, il vous permet vraiment de faire une prospective, pas uniquement par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, mais aussi par rapport à un développement stratégique de votre activité. Il faut l'avoir en tête.
Ok. Voilà, après, bon, pour compléter, pour faire un bilan à gaz à effet de serre, c'est de la collecte de données techniquement. C'est après la mise en place du plan d'action. Et si vous le pouvez financièrement, financer et compenser vos émissions résiduelles. Des témoignages, vous avez déjà mis en place les bilans carbone chez vous ou pas, ou bilan à gaz à effet de serre? Pas du tout. Pas du tout. Alors, Olivier veut préciser quelque chose? Une précision pour vous aider dans votre approche. En fait, ce qu'il faut retenir dans tout ça, parce que c'est un peu technique, c'est qu'il y a deux types d'énergie. Il y a l'énergie directe et l'énergie indirecte. L'énergie directe, eh bien, c'est facile, hein, c'est celle que l'on utilise là pour se chauffer, refroidir. C'est ce qu'on a visible tous les jours. L'indirect, c'est plus complexe. C'est ce qu'on génère de manière indirecte, c'est-à-dire les déchets que l'on génère, les marchandises que l'on achète, que l'on consomme. Ce sont les transports de nos marchandises, de nos collaborateurs, de nos clients dans un hôpital, de nos patients. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que sur l'énergie directe, on a des économies très rapides à faire. Si vous mettez en place un plan de réduction des consommations d'énergie, même si c'est un peu contraignant et s'il faut des investissements techniques, ça va assez vite. Si vous mettez en place un programme comme celui-là, vous pouvez le réduire de 10 à 15% assez rapidement vos factures d'énergie. Mais une fois que vous l'avez fait, vous n'allez pas arrêter de chauffer ou arrêter la clim ou arrêter de ventiler. En revanche, sur le scope 3, donc sur les énergies indirectes, là, il y a des chantiers devant nous qui sont extraordinaires parce que les réductions sont très rapides. Je vous cite un exemple, surtout qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui nous écoutent. Lorsqu'un établissement de santé construit une plateforme de stockage à l'extérieur de la ville pour y recevoir tous les jours toutes les livraisons des médicaments, des dispositifs médicaux, de l'alimentaire, du linge, eh bien, ça évite pour certains établissements de faire rentrer dans les villes près de 40 camions par jour. Et ces plateformes, si elles sont bien dimensionnées, pourront servir demain 5, 10, 15 autres établissements. Donc, une stratégie comme celle-là pourra réduire par 10, 20 ou 30 les émissions de gaz à effet de serre, les particules fines, l'énergie consommée. Donc, en d'autres termes, cela permettra de réduire les impacts sur l'environnement, mais aussi et surtout sur la santé humaine. On sait que quand dans une ville, on réduit de 30% la vitesse, on réduit de 30% les maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est donc une clé. Donc, je pense que pour vous aider dans vos stratégies, il faut scinder les plans d'action en énergie directe et énergie indirecte, ce qui est plus facile pour la suite. Alors, j'ai donc une réaction de la société Foussier qui a déjà mis en place un bilan à gaz à effet de serre, mais le plus compliqué est de collecter les infos sur le scope 3. On est entièrement d'accord. C'est la vraie problématique. En fait, c'est quasiment le dernier kilomètre qui pose le plus de problèmes. Pour les transporteurs, vous pouvez l'exiger. C'est-à-dire que lorsque vous négociez avec des fournisseurs et des sous-traitants, je ne vais pas parler que des transporteurs, hein, si vous voulez avoir des impacts très très efficaces, vos sous-traitants doivent s'engager avec vous. Quand vous sous-traitez l'alimentation dans un hôpital, quand vous sous-traitez le linge, quand vous sous-traitez le transport, quand vous sous-traitez avec des ambulanciers, je vais vous citer un exemple très précis, eh bien, ça peut être dans le cahier des charges, ça peut être un critère de choix d'un sous-traitant. Un exemple sur un hôpital parisien, la mise en place du transport partagé sur des patients hospitalisés en dialyse et en chimiothérapie, ça peut paraître étonnant, mais on a réussi grâce à ça, en 3 ans, à réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pour un établissement 100 000 € d'économie à l'assurance maladie sur une année. Donc une action comme celle-là, elle est formidable parce qu'en plus, elle est mutualisable et elle est relativement simple à mettre. Ça fait partie des réductions du scope 3 très très efficaces. Et d'autant plus que nous vous demandons dans l'indice vert de suivre ces émissions de gaz à effet de serre avec vos transporteurs. Donc, si vous le mettez en place avec un reporting annuel et qu'ils vous donnent la consommation de CO2 qu'ils ont fait dans vos transports, ramené à votre marchandise, c'est un indicateur que nous réclamons dans l'indice vert. Donc, vous nous répondez, la société Foussier, sur ce sujet en nous disant qu'en fait, vous l'avez exigé dans vos engagements avec vos transporteurs et ils vous font un retour chaque année. En tout cas, vous l'avez exigé dans le marché. Nous vous mettons l'objectif programme objectif CO2. Ces prestataires de transport qui répondent à cette charte ont l'obligation de suivre le bilan à gaz à effet de serre de leur transport et en plus s'engagent à vous donner le montant propre à vos marchandises. D'autres réactions, d'autres questions? N'hésitez pas, je vois que vous n'avez pas tous le micro, donc utilisez la conversation, je lis vos questions, donc il n'y a pas de problème. Eh bien,
je crois que nous arrivons au terme de cette présentation. Le prochain rendez-vous est donc le 10 janvier. Ça sera sur l'indice vert et les trucs et astuces pour gagner du temps et mettre en place et répondre de façon pertinente à ce questionnaire annuel. Voilà, avez-vous d'autres réactions? Ah, je vois que j'ai une réaction. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci à vous de votre participation assidue et de vos témoignages et participations. Je vous Merci dis beaucoup. à bientôt et au 10 janvier. Et bonne fin d'année. Merci. Merci vous aussi. Vous Au de revoir. même. Au revoir. Alors, on va arrêter l'enregistrement.